Nous en venons à la discussion générale. Madame Touraine, vous avez la parole pour le groupe SRC pour 15 minutes. Mes chers collègues, je réitère ma demande de vous voir quitter l'hémicycle dans le silence pour que Madame Touraine puisse s'exprimer. Merci à vous. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. C'est un moment qui est grave et c'est un moment qui est chargé d'incompréhension et de colère. Parce que le gouvernement, jusqu'au bout, aura préféré une stratégie de l'affrontement et de l'écrasement plutôt que le rapprochement. Jusqu'au dernier instant, vous aurez privilégié la confrontation à la négociation ou à la conciliation. Et je comprends, Monsieur le ministre, que pour vous et votre gouvernement, la fin de ce processus soit un moment heureux, tant ces dernières semaines et ces derniers mois se seront apparentés pour vous et toute votre majorité à une véritable descente aux enfers. Et tout ça, pourquoi, Monsieur le ministre? Pour une réforme de seconde zone, pour une réforme de second ordre, dont vous admettez maintenant qu'elle ne règle rien, qu'elle ne permet absolument pas de régler de manière pérenne et efficace l'ensemble des régimes de retraite. Vous l'avez vous-même reconnu, puisque vous nous dites qu'il faudra tout reprendre, je dis bien tout reprendre dès 2013. Quel plus bel aveu, quel plus grand aveu que de dire qu'en réalité, tout ce que vous nous avez présenté comme étant l'aboutissement d'un processus inévitable, tout ce que vous nous avez présenté comme étant une réforme qui était une réforme d'ampleur est en réalité un véritable fiasco. Et contrairement à ce que disait le président de la République, les Français savent bien, eux, qu'ils ne peuvent pas dormir sur leurs deux oreilles parce qu'ils savent que leurs retraites ne sont pas assurées. Rarement, Monsieur le ministre, loi aura été votée dans d'aussi piètres conditions. Quelle faillite que la vôtre! Ce qui devait être la consécration d'une audace réformatrice s'est mué en naufrage démocratique. Vous avez d'ores et déjà perdu la bataille de l'opinion et c'est par millions que les Français sont descendus dans la rue pour dire qu'ils n'admettaient pas le reniement de l'engagement électoral pris par Nicolas Sarkozy de ne pas revenir sur le maintien de l'âge légal de départ en retraite à 60 ans. Mais vous les avez méprisés, comme vous avez méprisé les organisations syndicales et les partis d'opposition. Vous avez refusé de négocier avec les syndicats. Vous avez jugé superflu de dialoguer avec la gauche, avec le Parti socialiste notamment. Vous avez opposé aux manifestants le froid mépris de ceux qui se pensent tout permis. Et aujourd'hui encore, à quelques heures d'une 7e journée de mobilisation, vous vous manifestez encore et toujours, sourds et aveugles aux mouvements de protestation qui traversent le pays. Vous refusez d'entendre les Français et vous leur dites « Mais enfin, ça n'est pas dans la rue que ça se passe, c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat. » Mais qu'avez-vous fait à l'Assemblée nationale et au Sénat? À l'Assemblée nationale, vous avez interrompu le débat démocratique, vous avez coupé la parole, aux députés et au Sénat. Et au Sénat, vous avez imposé la procédure du vote unique, c'est-à-dire que là encore, vous avez interrompu le processus démocratique. Alors pourquoi dire aux Français qu'ils ne doivent pas manifester, puisque dans l'enceinte même des deux assemblées, vous avez fait en sorte que la parole ne soit ni libre ni complète. Et franchement, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, ça n'est pas le décompte d'apothicaire des heures passées à débattre ici, quelques dizaines d'heures, ou le nombre des auditions, ici quelques dizaines, ça n'est pas le nombre d'auditions qui permettra d'opposer aux Français et de donner aux Français le sentiment que tout cela a été fait de manière démocratique. Et la vérité, c'est qu'à aucun moment vous n'avez trouvé les mots pour convaincre. Vous n'avez pas trouvé les mots pour convaincre parce qu'il n'y avait pas de justification à l'injustifiable. Il n'y avait pas de justification à votre réforme. Alors quand on regarde tout ce que vous nous avez raconté,
on s'aperçoit que chaque jour qui passait, c'était une nouvelle argumentation. Vous nous avez d'abord dit, et vous l'avez repris, qu'à un défi démographique, il fallait répondre par des mesures démographiques. Sauf que les mesures démographiques ou la situation démographique étaient parfaitement connues en 2007, parfaitement connues en 2008, et que la donne n'a en rien changé par rapport à la loi de 2003. Et donc il n'y avait aucune raison aujourd'hui de mettre en avant cette situation. Alors comme vous l'avez compris, vous nous avez dit ensuite que ce qui comptait, c'était pas l'affaire démographique uniquement, c'était le courage de la vision, le courage de la réforme. Alors on s'est dit au moins avec un tel courage, le gouvernement va nous présenter une réforme qui garantit les retraites jusqu'à 2030, 2040, 2050, puisque la loi Fillon déjà était censée tout régler jusqu'en 2020. Quelle n'a pas été notre surprise et celle des Français de s'apercevoir que rien de tout cela, vous vous arrêtez en 2018 et depuis quelques jours la vérité a éclaté, c'est même pas 2018, c'est 2013 et l'honnêteté de votre part serait de dire que vous avez fait le choix de court terme de sauter par-dessus l'élection présidentielle et que votre véritable message, il ne s'adresse pas aux Français et aux générations futures, mais ce message, il s'adresse au marché de 2010, aux agences de notation et peut-être, l'espérez-vous, à vos électeurs. Alors ensuite, troisième argument, on a entendu, c'était pas uniquement les mesures démographiques, enfin tout ça était assez confus, c'est pas uniquement une question de courage, parce qu'on ne voit pas très bien où est le courage, mais évidemment il y a la crise, l'arme secrète, la botte secrète du discours gouvernemental. Mais s'il y a la crise, ce que personne ne peut nier, pourquoi faut-il alors mettre en avant des mesures démographiques ? Pourquoi répondre par des mesures démographiques à quelque chose qui est un déséquilibre économique, financier, résultant d'une crise ? Et la vérité, c'est que les Français comprennent parfaitement cela. Votre raisonnement auquel vous vouliez prêter la forme de l'évidence manque en réalité complètement de cohérence et résiste au bon sens. Cela, les Français vous l'ont dit et l'ont parfaitement compris. Alors, aujourd'hui, quel est le résultat de votre processus? Quel est le résultat de votre réforme? Nous l'avons dit, vous êtes obligés de reconnaître qu'au fond, vous n'avez rien réglé et qu'il faudra tout reprendre, remettre tout l'ouvrage sur le métier dès 2013. Et vous avez en réalité abouti à un pays meurtri, un pays qui se sent bafoué, un pays qui se sent méprisé, qui rejette à plus de 70%, qui rejette, mais oui, Monsieur le Président de la Commission, qui rejette à plus de 70% de votre réforme, soutient au-delà de tout ce qui pouvait être imaginé au départ, les mouvements de protestation et de grève, un pays qui se dit chaque jour plus déterminé à vous dire sa colère. Et tout ça pourquoi ? Pour une réforme qui n'en est pas, une réforme qui ne règle rien, une réforme dont l'injustice est le leitmotiv et peut-être d'ailleurs dont l'injustice est la raison d'être. Car, contrairement à ce que vous pensiez, contrairement à ce que vous disiez, il n'y avait pas d'un côté le camp des immobilistes et de l'autre le camp des réformateurs. L'écrasante majorité des Français, pratiquement 90% demandent une réforme. Mais cette réforme, ils la veulent juste. Où est la justice dans votre réforme? Où est la justice à faire reposer tout l'effort sur les salariés, alors qu'il fallait évidemment, compte tenu de la crise, mettre à contribution les revenus du capital? Où est la justice à demander à ceux qui ont commencé à travailler jeunes de partir plus tard, alors que pour les autres, la réforme ne changera rien? Où est la justice à demander à des hommes et à des femmes dont les parcours sont précaires ou chaotiques, qui ne peuvent faire valoir une carrière complète, de travailler jusqu'à 67 ans? Où est la justice là-dedans? Alors vous nous dites que vous avez entendu les demandes des Français et que vous avez apporté des aménagements. Mais en réalité, votre loi, c'est un véritable jeu de massacre. Les carrières longues, vous oubliez de dire aux Français que vous leur imposez à ceux qui ont commencé à travailler jeunes, comme à tous les autres, de travailler 2 années de plus. Et celui qui commence à travailler à 18 ans, il devra cotiser 44 annuités avant de pouvoir s'arrêter. C'est ça la vérité. La pénibilité,
La pénibilité, c'est sans doute votre faute majeure, qui témoigne de votre aveuglement à l'égard de ce que vivent de trop nombreux salariés au travail. Vous aviez, Monsieur le Ministre, l'occasion de faire une loi pour l'histoire, une loi qui aurait créé un droit nouveau, une loi qui aurait pris en compte les considérations sociales du moment. Mais vous avez préféré dégainer l'invalidité. Mais non, Monsieur le Ministre, l'invalidité, ça n'est pas la pénibilité. Et c'est si vrai que vous êtes revenu sur les dispositifs existants, comme ceux des infirmiers et des infirmières. Alors votre dernière conquête, paraît-il, c'est les femmes. Les femmes, à vous entendre, vous en seriez devenus les meilleurs défenseurs. Mais la meilleure protection des femmes était de lutter contre la précarité des emplois et le parcours chaotique en maintenant l'âge de départ sans décote à 65 ans. Et vous me permettrez de penser véritablement qu'on ne défend pas les femmes en défendant les parents, pères comme mères, et qu'a fortiori, lorsqu'on limite de manière arbitraire les garde-fous aux parents de 3 enfants. Alors avec tout ça, tout ce lot d'injustice, eh bien on aboutit à ce que votre réforme n'est pas même financée à l'horizon de 2018. Alors vous êtes passé maître dans l'art de la tuyauterie financière et dans celui de repasser le mistigris financier à d'autres, organismes paritaires en tête, au point que Mme Parisot, qui pourtant vous défend, s'est inquiétée de l'impact financier de la nécessaire indemnisation des chômeurs en fin de droit de plus de 60 ans. Mais votre coup de maître incontesté reste et restera le siphonnage du fonds de réserve des retraites. Je vous dis, franchement, je vous avoue qu'on n'y aurait pas pensé. Pomper des réserves d'avenir pour combler les déficits de court terme, c'est strictement inouï. Que dites-vous aux jeunes générations qui s'inquiètent de l'avenir alors que le déséquilibre démographique atteindra son pic après 2025? Vous ne leur dites rien. Ou plutôt, vous leur dites d'abord qu'on reprendra tout ça en 2013, qu'ils verront bien à ce moment-là à quelle sauce ils seront mangés, et puis vous leur dites ensuite de prendre une assurance privée, parce que la logique, elle est évidemment là, puisque vous ne préparez pas l'avenir, vous incitez les plus jeunes à le faire chacun de son côté en allant vers la capitalisation. Or tout cela, vous pouviez l'éviter en acceptant de mettre à contribution les revenus du capital, mais cela, vous l'avez refusé. Une autre réforme était effectivement possible et une autre réforme reste possible. Les socialistes ont fait des propositions que vous avez ignorées avant de les mépriser. C'est votre affaire, mais les Français les ont entendues et nous continuerons de les porter devant eux. Nous mettons en avant 3 piliers. Le premier est évidemment celui de l'emploi, et singulièrement celui de l'emploi des seniors, sans lequel le rétablissement des comptes est une chimère et le relèvement de l'âge légal une escroquerie, et je pèse mes mots. Pour cela, nous préconisons de mettre enfin en œuvre des mesures de bonne pratique inspirées des pays du nord de l'Europe ou du Canada. Le second pilier de la réforme que nous proposons est celui de l'équité dans l'effort demandé, ce qui passe par la mise à contribution des revenus du capital, le maintien du fonds de réserve que nous proposons d'alimenter avec une surtaxe sur les bénéfices des banques et des institutions financières, ainsi que par l'augmentation de 0,1% des cotisations vieillesse pendant 10 ans. On ne voit pas d'ailleurs au nom de quelle logique vous avez refusé cette proposition, au motif qu'elle pénaliserait le pouvoir d'achat des Français, alors même que dans le même temps, vous augmentez la cotisation des seuls fonctionnaires de près de 3 points, mais sans doute, comme ce sont des fonctionnaires dont vous gelez par ailleurs le revenu, l'impact sur leur pouvoir d'achat ne vous préoccupe-t-il guère? Le troisième pilier de notre projet est évidemment celui des mesures démographiques que nous n'esquivons pas. Le relèvement de l'âge légal est la plus injuste de ces mesures, puisqu'elle n'affecte que ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Pour nous, c'est un autre dispositif qu'il faut instaurer, dont la durée d'assurance serait le pivot, durée d'assurance qui devrait varier selon les conditions de travail et le parcours professionnel. Il est juste de dire qu'une partie des Français devra travailler plus longtemps. Mais dans ce cadre, nous proposons aux jeunes salariés de surcotiser pour valider des années d'études. Nous demandons aux entreprises de cotiser pour les stages de fin de cursus. Et nous préconisons de prendre en compte la pénibilité des emplois. Alors, au terme de ce processus, Monsieur le Ministre, puisque vous êtes ici pour représenter le gouvernement, je tiens à vous dire la colère qui est la nôtre, la colère qui renvoie à celle des Français. J'ai parlé de naufrage démocratique, mais vous serez aussi comptable d'une véritable faillite politique, parce que vous avez tué la perspective d'une réforme apaisée et de progrès. Votre responsabilité était immense.
Il vous appartenait de redonner confiance dans l'avenir. Vous avez tout sacrifié sur l'autel du court terme. Il était de votre responsabilité de garantir les retraites dans la durée. Vous renvoyez tout à 2013. Alors que les Français, aujourd'hui, doutent du progrès social, vous leur avez démontré que la roue de l'histoire avait cessé pour eux de tourner dans le bon sens. Mais il est temps encore, temps d'ouvrir le dialogue, temps de négocier, temps d'écouter le message des Français. Puisque vous ne croyez pas en votre réforme au point d'en prévoir une autre dès 2013, puisque vous savez que votre texte ne règle rien au fond, alors allez-y, faites preuve d'audace et de courage, acceptez le débat, ouvrez le débat. Et ce débat, en tout cas, les socialistes, eux, vont le poursuivre. C'est leur rôle de parti d'opposition, c'est leur devoir de parti de gouvernement. Car nous n'acceptons pas qu'à cause de vous, les Français renoncent à l'espoir d'une réforme juste, durable et financée. Merci, madame.